abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne encore une fois la vidéo la nuit puisque c'est une vidéo explicative suite à des questions que j'ai eues de certains abonnés, certaines personnes qui se sont reconnues à travers ma maladie qui est le syndrome Ehlers-Danlos hypermobile. En fait, alors comme j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, j'ai fait une belle petite recherche. Je vais vous mettre les photos à la fin si jamais vous voulez là, conserver le texte du résumé que j'ai fait en fait, qui est basé sur une vidéo en fait dédiée aux médecins sur le site du syndrome Ehlers-Danlos, sur la chaîne en fait du syndrome Ehlers-Danlos. Donc, je vous mettrai le lien en commentaire s'il y a des personnes intéressées. Sachez que c'est traduit dans plein de langues. Donc, c'est traduit en français quand vous descendez plus loin parce que ça commence avec l'anglais. Ensuite, je crois qu'il y a de l'arabe. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est comme en ordre alphabétique selon la langue. Donc, il faut descendre plus bas pour aller dans le F pour le français. Alors, on va commencer en fait avec la dysautonomie. Donc, c'est le professeur Jamie Bravo qui a fait une étude et il faisait part de cette étude-là. Donc, je crois que c'était en espagnol, traduit par une anglophone qui parle français. Donc, c'était assez laborieux à écouter. Mais je trouvais que le sujet était très, très intéressant parce que je souffre de la dysautonomie et je vais vous expliquer en fait en quoi ça consiste la dysautonomie et qu'est-ce que ça a comme effet dans le corps et les façons qu'on peut s'aider quand on en souffre. Donc, la dysautonomie, en fait, c'est un dysfonctionnement du système nerveux autonome qui cause la fatigue chronique, qui est plus perçue, en fait, par les gens comme un manque d'énergie pour accomplir les tâches. Et puis, souvent, malheureusement, ça va être perçu à tort comme de la paresse par l'entourage. J'ai beaucoup aimé ces paroles-là, alors je vous les rapporte mot pour mot. C'est les paroles exactes du docteur Jamie Bravo. Alors, en fait, ce que ça va faire dans le corps, que je subis régulièrement plusieurs fois par jour, c'est des pré-syncopes ou ça peut aller jusqu'à des syncopes. Donc, une pré-syncope, en fait, c'est quand on a l'impression qu'on va perdre connaissance et la syncope, c'est quand on perd connaissance. Donc, chez moi, je vais sentir quand je me lève vraiment comme un étourdissement qui va commencer après, ça peut être 10, 15, 30 secondes. Et ça va s'amplifier à certains moments au lieu de passer. Et je vais sentir comme si j'entendais sourd. Et là, quand j'entends ça, ça presse, il faut que je me couche. Et idéalement, monter les jambes pour aller mieux. Ça, j'ai expérimenté le fait de perdre connaissance quand j'avais 14 ans. Ça m'est arrivé une fois. Maintenant, quand j'entends sourd, je le sais, il faut que je me couche. C'est une urgence. Moi, j'avais perdu en fait connaissance en sortant d'un bain chaud. Ma mère était avec moi dans la salle de bain, heureusement. J'avais de l'eczéma dans le dos, puis elle me mettait de la crème. Et j'ai perdu connaissance et j'ai cogné ma tête sur le bain en tombant. Une fois que j'ai été allongée, là, c'est revenu et j'ai repris connaissance. Mais j'avais une commotion cérébrale. Fait que c'est important, quand on sent ces symptômes-là, de faire attention à soi puis de se coucher. Par exemple, il y a une fois où j'ai dû rester seule avec les petits un samedi parce que j'ai pas réussi à trouver personne pour venir m'aider avec les triplets. Et ça m'a pris 1h30 réussir à faire le ménage dans la cuisine pour pouvoir les ramener. Ça m'a vraiment drainé énormément d'énergie. Donc, quand c'est venu le temps de les coucher, c'est comme 1 heure après environ, j'ai changé les 2 premiers. Puis quand ça a été le temps de changer Aldéric, là, je me suis mis à entendre ça. Donc là, j'ai mis en sécurité dans sa chambre. Il était déjà là, en fait. C'est correct, la porte est fermée. Ils ont des petits bonhommes éducatifs. Ils ne mourront pas, ils sont en sécurité. Je suis allée me coucher dans le divan, j'ai monté mes jambes, 20 minutes, une demi-heure.
le temps de me sentir mieux. Ensuite, je me suis relevée et je suis allée le faire. Fait que c'est pour ça que c'est important que j'aie quelqu'un pour m'aider parce que je suffis pas avec ma condition de santé à réussir à faire toutes les tâches qu'il y a à faire en me sentant bien, puis en étant capable de les faire dans les temps qui sont leur routine. Donc, il n'y a personne qui est mort, il n'était pas en danger, mais c'est pas l'idéal. Donc, on va continuer en fait avec les symptômes. Donc, ça va engendrer aussi de la somnolence, la dysautonomie. Ça engendre... excusez, j'ai mangé des raisins. Je pense qu'il y a un petit grain dans mes dents qui me fatigue. Au naturel, hein? Les cheveux naturels de sortie du bain, je suis en pyjama, je tourne ça. Il est 2h39 du matin. Donc, pour qu'il y ait du silence, les enfants dorment actuellement. Alors, donc, ça engendre aussi des troubles au niveau de la régulation de la température corporelle. Donc, on peut avoir beaucoup plus chaud quand il fait chaud, beaucoup plus froid quand il fait froid. Ça occasionne souvent des discordances avec mon mari, notamment dans la voiture, où lui, il rentre dans l'auto, il a tout le temps froid, il met le chauffage au maximum, mais moi, j'étouffe, je suis pas capable. Il faut que ça soit comme plus modéré parce que les écarts intenses de température, mon corps, il n'est pas capable de les tolérer. Là. Ça, c'est, en tout cas, pas nécessairement relié à ça, mais on est sensible à des petites choses minimes, un changement d'éclairage, allumer la lumière, puis je ne sais pas, ouvrir la fenêtre de la voiture sans me le dire. C'est comme si les tympans me pop. Ça fait vraiment une douleur physique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des bruits aussi, là. Les bruits sont très, très dérangeants. Des fois, mon mari est à côté de moi avec son cellulaire, puis là, sa sonnerie, elle sonne, il y a une notification, c'est comme « Oh mon Dieu, baisse le son! » Puis, tu sais, ça peut paraître comme exagéré, mais non, les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos ont une hypersensibilité à toutes ces petites choses-là qui, pour la plupart des gens, c'est complètement anodin. Mais pour nous, c'est vraiment très dérangeant. Puis, c'est difficile à faire comprendre aux gens à quel point c'est dérangeant. Puis, j'ai été heureuse de voir le témoignage de d'autres personnes qui ont dit à quel point, tu sais, ça peut déclencher une migraine, un simple son trop fort comme ça. Donc, déjà qu'il faut que j'endure les cris des enfants, tu sais, il y a beaucoup de choses bruyantes et incontrôlables avec les enfants, mais tout ce qui est contrôlable alentour, c'est important. C'est important de le prendre en considération. Puis, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a le CED, remettez pas en question ce qu'il vous dit. Il vous dit que ça, c'est dérangeant. Quand on en vient à le dire, on vit tellement, tellement, tellement de choses. Quand on en vient à le dire et à demander que la musique soit éteinte, que la fenêtre soit fermée, que le chauffage soit baissé, c'est parce que vraiment, on n'en peut plus de cette situation-là. On a atteint notre limite. Donc, s'il vous plaît, si c'est quelqu'un qui a le CED qui vous fait écouter ma vidéo, croyez-le, c'est tout ce qu'il y a à faire. Croyez-le. Quand elle vous demande quelque chose, dites-lui pas « Ah, ben là, pourquoi telle affaire, là? Ah, ben là, pourquoi tu veux pas marcher pour aller là? Ah, non, non, tu es capable de marcher, là, je t'ai vu marcher l'autre fois. » Non, si elle vous dit qu'elle n'est pas capable de marcher, elle n'est pas capable de marcher. Honnêtement, toutes les personnes avec qui j'ai communiqué qui ont le syndrome Ehlers-Danlos, ils font leur maximum tout le temps, puis ils vont prendre les aides possibles, puis ils vont le signifier aux gens au minimum pour réussir à être bien avec eux-mêmes dans leur corps, parce qu'ils savent que c'est plein de demandes déjà le minimum. Donc, s'il vous plaît, faites juste croire les personnes qui ont ce syndrome-là, puis essayez de faire du mieux que vous pouvez pour répondre aux demandes, parce qu'il y a tellement de souffrance dans cette maladie-là, tellement d'incompréhension, que si vous, là, vous êtes capable d'apporter de la compréhension à une personne qui a le syndrome, là, vous allez faire toute la différence. La personne, elle va se sentir comprise. Si j'en ai là quelques personnes que j'ai rencontrées
je vous dirais principalement des nouvelles personnes que j'ai rencontrées qui me comprennent, qui remettent pas en question ce que je dis. Puis ça fait tellement du bien, là. Tellement. Fait que si vous pouvez être cette personne-là pour quelqu'un que vous aimez alentour de vous qui souffre du syndrome Ehlers-Danlos, faites-le. Ça va être magique pour cette personne-là, je vous le garantis. Donc là, je m'éloigne un petit peu du sujet, parce que vous le savez, je parle beaucoup. J'ai tout le temps quelque chose à dire. Mais c'est ça. Donc, on va revenir au sujet. Alors, suite aux variations au niveau de la température dans le corps, il y a les tissus, en fait, c'est des tissus conjonctifs dans le syndrome Ehlers-Danlos qui sont déficients à cause du collagène qui a une mutation, donc qui n'est pas fonctionnelle. Et puis ça, les tissus conjonctifs, en fait, les veines, ils sont faits de tissus conjonctifs. Donc, au niveau des veines périphériques, donc on parle dans les mains. Moi, des fois, juste dormir un bras dans les airs, là, je viens que je ne sens plus ma main, là, c'est tout engourdi. Le sang s'en va dans l'autre sens, suit la gravité. Donc, dans les jambes, souvent, le sang va comme descendre. En fait, je vais essayer de vous lire ce que j'ai écrit. Là, je pense que je l'avais bien formulé. Je dis, dans les veines périphériques, les tissus conjonctifs déficients n'arrivent pas à retransférer le sang pour le retour vers le cerveau. Quand le patient marche longtemps, se lève vite, demeure debout sur place, il y a 300 à 800 millilitres de sang qui reste pris dans le bas du corps à cause de la gravité. Et ça, mais en fait, ça cause des étourdissements allant jusqu'à des pertes de connaissance, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on va imaginer, en fait, une bouteille de vin. Et puis, la bouteille de vin est à moitié pleine. Elle est couchée sur le côté. Fait que là, vous avez du liquide partout au fond de la bouteille de vin, allant du goulot jusqu'au fond. Si je prends la bouteille de vin, puis je la mets debout, elle est pleine à moitié. Mais il est où, le vin? Il est dans le fond. Est-ce qu'il touche encore au bouton? Au bouton? Au bouchon? Il ne touche plus au bouchon. Donc, c'est le même principe qui arrive. Le sang descend vers le bas du corps et n'irrigue plus le cerveau adéquatement, ce qui fait que ça fait une diminution. En fait, le cerveau subit une hypoxie, un manque d'oxygène. Puis c'est ça qui va créer les étourdissements, le fait d'entendre sourd, comme je vous décrivais tout à l'heure, allant jusqu'à faire des syncopes, carrément une perte de connaissance. Et si la personne est debout, mais ça peut engendrer des graves blessures. On entend les petits minous, j'espère qu'ils vont se rendormir. Ils ont eu les biberons tantôt quand même. Donc, Sébastien. Les facteurs aggravants, en fait, qui sont donc à éviter pour les personnes qui pensent souffrir de dysautonomie ou qui ont eu un diagnostic. Sachez que la dysautonomie, il y a plusieurs médecins qui disent que ça ne se retrouve que dans le syndrome Ehlers-Danlos. Il y en a d'autres qui disent que certaines autres personnes peuvent l'avoir, cas très minime, mais c'est départagé. Majoritairement, c'est les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos. Donc, les facteurs aggravants, vous allez aller dans une ville qui est en haute altitude, donc dans les montagnes. La peur, notamment la peur du sang, des injections, des prises de sang, ça c'est très fréquent. Et puis moi, avant d'être hospitalisée plusieurs fois, là, puis d'avoir des prises de sang en rafale, j'avais peur des prises de sang. Puis j'avais peur parce qu'à chaque fois, ça se passait mal. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Donc, je venais toute blanche, je venais étourdie, je venais que j'entendais sourd. Et en faisant ma recherche, en fait, ça m'a fait réaliser, mais oui, c'était de la dysautonomie que je faisais. Puis là, j'ai commis un traitement en choc à un moment donné, que j'ai été hospitalisée un bout, puis j'ai eu plein de prises de sang, puis ça a fini par passer cette peur-là. Puis maintenant, ben, j'ai les mêmes prises de sang. Puis alors que je pensais que c'était parce qu'on m'enlevait du sang, puis que j'avais déjà pas une pression artérielle très élevée,
puis que ça me faisait faire des hypotensions ou des hypoglycémies. J'étais comme pas trop sûre quoi exactement. Ben maintenant, j'ai réalisé que c'était la peur qui me causait de la dysautonomie. Il y a aussi, en fait, les facteurs, dans les facteurs aggravants, c'est quand le sang, il va aller dans une autre partie du corps, comme lors des relations sexuelles pour les hommes. Donc, ça va aller dans les parties génitales et ça peut engendrer de la dysautonomie pour certains hommes. Quand on prend des bains chauds aussi, ça fait une vasodilatation des vaisseaux du corps, principalement au niveau périphérique parce que les doigts, c'est plus petit et tout ça. Donc, la chaleur va plus atteindre tout ce qui est comme à l'extérieur, plus près de la peau. Et ça, en faisant une vasodilatation, ça augmente le volume des vaisseaux sanguins. Donc, ils vont être plus grands. Donc, ça va faire diminuer la pression du sang, augmenter l'espace où le sang peut descendre. Donc, quand on se lève du bain, comme dans mon cas à 14 ans, bien, ça fait que le sang, il y a encore plus de sang qui est dans le bas du corps à cause de la chaleur qui a réchauffé les vaisseaux sanguins puis les a fait grossir. Donc, il y a encore moins de sang pour le cerveau. Il y a le stress qui va occasionner ça aussi. Quand on est anxieux, on est énervé, ça peut engendrer, encore une fois, avoir plus de chances de créer de la dysautonomie. L'anémie aussi, qui est un facteur aggravant. Marcher lentement, demeurer debout, va créer de la dysautonomie et va faire que certaines personnes vont dire « mais je ne suis pas capable d'aller magasiner », par exemple, c'est l'exemple qu'il donnait, parce qu'on arrête souvent, ils ont besoin comme d'avoir une marche rapide qui va faire une contraction au niveau musculaire pour ramener le sang. Mais souvent, le problème, c'est qu'avec les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos, marcher rapidement, c'est pas toujours possible. Donc, ça devient comme un cercle vicieux. Il faut être debout et être actif pour aider contre la dysautonomie, mais le syndrome Ehlers-Danlos fait que des fois, il y a des blessures ou des articulations qu'on sait plus fragiles puis qu'on va faire attention pour les protéger. Moi, ça lâche souvent les chevilles un peu partout, les pieds, les genoux, les hanches. Fait que quand je marche lentement. J'essaie d'être toujours proche d'un mur, d'un objet, si ça lâche pour m'accrocher, pour pas tomber. Ce qui fait que quand je marche à l'intérieur, souvent, j'ai de l'air plus habile. Puis quand je vais à l'extérieur, avec les craques dans le sol, les inégalités, hein, c'est pas toujours de niveau comme un plancher de maison quand on est à l'extérieur. Et le fait qu'il n'y a pas toujours quelque chose alentour pour me tenir quand je marche, par exemple, pour me rendre à la voiture. Si je sors pas longtemps, je ne prendrai pas nécessairement le fauteuil roulant. Mais autant que possible, je le prends, quitte à marcher en arrière puis à m'en servir de marchette en m'accotant dessus. Parce que les craques dans le sol, les trous dans le gazon, puis en plus, ben, j'ai pas une bonne proprioception, je sais pas nécessairement où mon corps exactement. C'est difficile d'être certain. Des fois, je descends un escalier, tac, les genoux, ils me lâchent. Fait que des fois, je vais descendre deux marches comme un enfant. Parce que je me sens pas trop solide. Puis quand j'ai un enfant dans les bras, automatiquement, je descends comme ça parce que je voudrais tellement pas tomber. Puis en plus, échapper l'enfant, tomber dessus, il y a encore plus de risques. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire comme ça par précaution. Puis malheureusement, comme on le fait par exprès pour protéger, parce qu'on sent qu'on a une faiblesse, on sent qu'on est moins fort en ce moment, que plein de choses, quand je t'étourdis un peu, puis que le sol il est croche, puis que il y a un brindille de bois dans le chemin, puis tu sais, ça peut avoir l'air très anodin pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est très déstabilisant. Puis c'est très insécurisant, puis il n'y a rien pour me tenir en plus à côté. Donc, c'est pas qu'on fake ou quoi que ce soit, c'est que on essaie de respecter les limites de notre corps, puis ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser de plus de 80% nos limites. Parce que quand tu dépasses de plus de 80% ta capacité en tant que CED, tu risques de tomber de l'autre côté, d'avoir des répercussions, d'avoir des blessures. Donc,
c'est très difficile de savoir elle est où la limite. Puis les personnes qui font pas attention à ça se ramassent souvent à devenir plus hypothéquées par la suite en vieillissant parce que ils vont subir plus de blessures dues au manque de précaution. Puis, en tout cas, moi, personnellement, ça me tente pas de plus être capable de sortir du fauteuil roulant, puis de l'avoir aussi dans la maison. Fait que j'aime mieux l'utiliser à l'extérieur quand il y a un risque, par précaution. Ça économise aussi mon énergie. Je suis moins essoufflée. Il y a plein d'améliorations avec le fauteuil roulant, là, des balades que j'aurais jamais pu faire depuis des années, là, que ça aurait été trop long comme marche. En tout cas, je m'étale un peu, mais je vais revenir donc au facteur aggravant. Alors, la marche, comme je vous disais, puis rester debout, là, ça, c'est souvent ce qui est le plus marqué, là. Le fait de se lever, c'est souvent là qu'il y a le plus de manifestations de la dysautonomie. Les repas copieux aussi, surtout riches en hydrocarbone, qui sont en fait les pains, pâtes, patates, etc., qui sont comme plus difficiles à digérer, qui font faire un appel de sang au niveau de l'estomac. Donc, dès qu'on parle d'un appel de sang, comme dans les relations sexuelles tantôt, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y en a moins pour le cerveau. Donc, on va se lever de table, puis on va être encore plus étourdi que d'habitude. Et l'alcool, donc si le repas est arrosé par une bouteille de vin, ben ça aggrave encore là les symptômes. Les médicaments pour le cœur aussi, ce qui est mon cas, là, je prends des médicaments pour le cœur. J'en avais qui étaient compatibles avec mon asthme et je me suis ramassée 2 fois en ambulance à l'hôpital pour des pressions, mais ridicules. La première fois, je ne me souviens pas combien, mais la deuxième fois, je me souviens que j'étais à 90/80, donc seulement 10 entre les deux chiffres. Et le médecin avec qui je travaillais m'a dit, tu t'en vas en ambulance à l'hôpital immédiatement, tu as des risques de décéder avec une pression comme ça. Donc, ça peut être dangereux, en fait, un peu plus pour la dysautonomie quand on prend des médicaments comme ça, mais on s'entend, quand on a besoin de médicaments pour le cœur, on en a besoin. Fait on n'a comme pas le choix de subir les effets. Par contre, moi, dans mon cas, j'ai insisté pour avoir un médicament qui avait moins d'effets au niveau de la pression, puisque j'ai déjà des basses pressions. Et ça a été changé, même si ce n'était pas compatible avec mon asthme. Et j'accepte d'avoir un peu plus de difficultés au niveau respiratoire, mais mon cœur va beaucoup mieux. Encore là, j'ai eu des nouvelles hier pour mon... au niveau des problèmes respiratoires, là, j'ai appris que j'avais... en fait, c'est de l'apnée du sommeil extrêmement sévère avec hypopnée, qui va probablement nécessiter un BiPAP parce que le CPAP ne sera pas suffisant et peut-être même de l'oxygène la nuit. Pour vous faire une histoire courte, là, je vous mets quelques photos du rapport. En fait, comme vous voyez, ma moyenne de saturation pendant la nuit est 88%, en bas de 90%. Ça fait sonner l'appareil à l'hôpital. Donc ça, c'est ma moyenne pour la nuit. Et on voit ici que j'ai descendu jusqu'à 55% de saturation au courant de la nuit. On s'entend que normalement, là, les gens, ils sont 98, 99, 100. Moi, à temps plein, je suis entre 93 et 96 environ. Donc, ça m'a fait un choc d'apprendre ça. D'apprendre que en 500, je crois que c'est 523, je vous mets le papier, ça va être écrit le chiffre si je me trompe, minutes pour mon test. Je pense que c'est 795 fois, si je vais de mémoire, que j'ai fait des apnées. Donc, c'est une moyenne de 94 apnées à l'heure. On s'entend que dans une heure, il y a 60 minutes, là. Ça veut dire que je fais une apnée à toutes les 45 secondes. 45 secondes? Ouais, je pense que c'est ça. Une apnée aux 45 secondes. J'essaie de compter en même temps dans ma tête.
Fait que c'est vraiment énorme. Puis j'ai même des apnées, là, comme vous pouvez voir ici, des apnées carrément jusqu'à 1 minute 15 sans respirer. Et les hypopnées, ça, c'est qu'au lieu que j'arrête de respirer complètement, c'est que pendant une période de temps, la respiration a fait des petites respirations là, pas complètes. Donc ça, c'est pas efficace non plus pour être oxygéné. Et j'ai des diminutions de ma saturation au moment où ça fait ça. Donc, c'est calculé comme un autre problème de santé supplémentaire par rapport à l'apnée du sommeil traditionnel. Sachez que l'apnée du sommeil traditionnel, là, quand on arrête de respirer des 30 secondes, c'est sévère. Donc, moi, j'arrête de respirer presque tout le temps. Dans la barre, on voit là, que c'est très condensé les lignes autour de 30 secondes. J'en ai quoi, une vingtaine à 45 secondes, une dizaine de fois que j'arrête de respirer. Je crois que c'est autour d'une minute. Là, je suis moins sûre rendue là, mais je sais que celle que j'ai le plus longtemps, 1 minute 15, quand j'ai vu ça, j'étais comme oh mon Dieu, hier, j'en revenais pas quand j'ai lu le rapport. Le pneumologue m'en avait parlé, mais il ne m'avait pas donné ce détail-là, entre autres. Donc là, je vais avoir un rendez-vous d'urgence pour passer un test où je vais dormir en laboratoire pour vérifier si le CPAP est suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, c'est le BIPAP qui va m'être prescrit. Puis, si c'est le BIPAP, il est couvert par la régie. Mais si c'est suffisant avec le CPAP, c'est un autre 2000 $ en plus du fauteuil à 4000 $ que je vais devoir débourser. C'est comme, ça revient très cher à être handicapé. Puis il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que c'est pas évident. Mais ça me fait du bien de vous le partager. Puis si vous êtes dans la même situation que moi, que vous êtes aussi handicapé, puis que vous avez de la difficulté à vivre avec ça, gardez-le pas pour vous, c'est important de l'extérioriser. Si vous voulez, là, racontez-moi votre vie dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui ait de la souffrance, qui vive de la souffrance par le fait qu'il est handicapé. J'en vis souvent, puis mes vidéos me permettent de l'extérioriser, puis je pense que tout le monde devrait trouver une façon de lever la soupape parce que c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de discrimination sans que les gens s'en rendent nécessairement compte vers les handicapés. Juste le fait de se faire demander mais là, pourquoi tu prends ton fauteuil? Parce que je suis handicapée? Est-ce que tu demanderais ça à un quadraplégique? Pourquoi tu me le demandes à moi? Pourquoi moi, je mérite de me faire juger d'utiliser mon fauteuil roulant parce que je suis handicapée puis que j'ai des douleurs épouvantables tous les jours, puis de la fatigue, puis énormément d'énergie à devoir donner au triplet, puis je leur donne tout, puis je leur donne plus que le 80% que je devrais donner. Fait que j'ai-tu le droit de récupérer de l'énergie en prenant mon fauteuil roulant? Je pense que oui. Puis il m'a été prescrit ce fauteuil roulant-là. Fait que je vois pas pourquoi quelqu'un qui est même pas médecin, qui est pas dans mon corps, qui est pas dans ma vie, qui vit pas avec moi, qui voit pas tout ce que j'endure, se permet de juger que j'emploie mon fauteuil roulant. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est « Ah, c'est le fun que tu aies ton fauteuil. Je suis contente pour toi. Tu as l'air plus heureuse, tu as l'air plus épanouie. Tu as l'air contente de l'avoir. Je suis contente pour toi. » C'est ça que j'ai envie d'entendre. Voilà. Donc, pour ce qui est des facteurs aggravants, en fait, il nous restait la chaleur qui peut provoquer là, des syncopes et des palpitations cardiaques. Donc, il faut faire attention là, dans les canicules. Très important d'avoir de la climatisation à la maison et de ne pas se dépasser quand il fait chaud. C'est vraiment quelque chose qui va augmenter au même titre que le bain chaud. C'est le même principe. L'étude du docteur, en fait du professeur Jamie Bravo, a révélé que chez les moins de 30 ans, donc il a pris un groupe de moins de 30 ans pour être sûr qu'il n'y a pas de la fatigue due à la vieillesse, etc. Donc, il y a 80% de femmes chez les CED
80% de femmes qui sont SAID contre 20% seulement d'hommes. Et il y a 80% des SAID femmes qui souffrent de dysautonomie. Donc, si vous avez le SAID et que vous êtes une femme, vous avez 80% de chances d'en souffrir. Donc, c'est une très grande probabilité. Contre seulement 56% des SAID hommes qui vont souffrir de dysautonomie. Et les études qu'il a faites, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et très parlant, mais très choquant. C'est que autant chez les hommes que chez les femmes, il y a autour de 15% des personnes de moins de 30 ans, 15% qui souffrent d'ostéoporose. Donc, parce que le collagène, il y en a dans les os aussi. Donc, parce qu'il n'est pas de bonne qualité, ben, l'ostéoporose va être beaucoup plus sévère, il va arriver beaucoup plus tôt pour les personnes qui souffrent du syndrome Ehlers-Danlos. C'est comme si notre corps est vieux prématurément, même si on ne le voit pas nécessairement avec les yeux. C'est comme si on est des personnes âgées puis que nos corps sont usés à corde. Fait que quand on dit qu'on ne file pas, croyez-nous, c'est tout ce qu'il y a à faire. Sinon, au niveau des traitements et des recommandations, donc, s'allonger à l'apparition des symptômes, comme je vous disais, au moins 15 minutes aussi après des repas. Et plus longtemps encore si le repas était copieux ou alcoolisé, comme on parlait tantôt. Ensuite, boire beaucoup d'eau jusqu'à ce que les urines soient claires. De cette façon-là, on va s'assurer qu'on n'est pas déshydraté et ça va augmenter le débit sanguin. Bon, j'ai un petit minou qui est réveillé. Je vais aller porter un biberon. Bon, de retour. Ah, Sébastien était réveillé. Il voulait un biberon, puis il était tout mouillé. On l'a changé au complet. Là, je suis essoufflée. J'ai mal au dos. Puis j'ai fait la dysautonomie en me levant. Dès qu'on est assis depuis plus que 15 minutes, là, ça fait des petits symptômes. Mais j'entendais pas sourd. Sauf que c'est comme si ma tête tanguait. Comme s'il y avait une tempête en mer dans ma tête. Je pourrais quasiment dire que je sentais le sang quitter le navire, là, comme qui coule puis qui s'en va. Puis c'est comme une douleur à la tête. Puis comme si ça bougeait. C'est difficile à expliquer. Mais c'est ce que je trouve le mieux pour pouvoir vous le faire comprendre. Donc, c'est ça. Là, j'ai pu, pendant que le biberon coulait, je me suis comme à côté sur le comptoir. Mais ça fait ça pas mal tout le temps quand je me lève. Si je force, c'est amplifié. Mais donc, je me lève, puis je vais porter un panier de linge. Dans le corridor, on s'entend que c'est à 8-10 mètres max. Mais juste le fait de devoir forcer pour lever quelque chose. Mais j'essaie de continuer quand même tant que j'entends pas sourd. Voilà. Donc, souvent, je parle pas, je dis rien, mais le monde est comme, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle s'arrête de même? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait parce que j'ai mal? Puis des fois, le monde, il pense que c'est contre quelque chose qu'ils ont dit, ou tu sais, les gens vont s'imaginer des choses, mais non. C'est de la douleur. Voilà. Ceci dit, on continue. Alors, boire beaucoup d'eau, comme je vous disais, qui est important. Le port de vêtements compressifs aussi, ou de chaussettes compressives peuvent aider parce que ça va comprimer les membres inférieurs pour ramener le sang vers le haut. Les vêtements compressifs aussi sont utiles dans le syndrome Ehlers-Danlos parce que ça va, par la compression, faire ressentir où se trouve notre corps. Donc, ça peut aider contre le fait de ne pas savoir où est son corps. Puis ça va permettre d'éviter des chutes, d'éviter des blessures en se cognant et tout ça. Pour certaines personnes,
qui ont des symptômes très graves, mais ça devient important de l'avoir pour leur sécurité. Ensuite de ça, ce qui est recommandé, souvent les gens disent « Tu manges bien salé? » Oui, mes tests sanguins sont toujours beaucoup trop bas en sel, ce qui fait que j'ai des basses pressions. Ce qui fait, qui accentue en fait la dysautonomie. Puis ce qui est recommandé, il s'est relevé après son vivant. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il se cogne la tête dans la porte. Il fait ça quand il n'arrive pas à dormir. Il fait un petit peu, puis il va aller se coucher. Bastien, va faire dodo, mon amour, c'est la nuit. Merci. Donc, en absence de troubles rénaux ou d'hypertension artérielle, ça c'est bien important parce que ça pourrait accentuer ces troubles-là. Il est recommandé de suivre un régime hyper-sodé où on va ajouter dans un des repas de la journée de 6 à 9 grammes de sel et il recommande carrément là, de peser le sel et de le mettre sur le dessus du repas pour manger le sel puis être sûr d'avoir consommé cette quantité-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dégueu. Donc, j'essaie de manger assez salé comme quotidiennement. Sinon, je me disais que je pouvais peut-être acheter des capsules de sel. Ça doit exister. Sinon, on peut acheter des capsules vides puis mettre le sel nous-mêmes dans des capsules pour avoir le nombre de grammes recommandé. Ça goûterait moins méchant, je crois. Je suis pas ça à la lettre, mais j'essaie de manger plus salé. Dans la mesure du possible, parce qu'à un moment donné, trop salé, là, c'est plus bon non plus. Puis, en fait, il dit vraiment s'assurer d'avoir mangé cette quantité-là pour aider. Mais elle ne coule pas. Je n'ai jamais vraiment calculé la quantité de sel. Mais c'est la recommandation du docteur Jamie Bravo et non de mon médecin traitant. Donc, moi, ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que lui a exprimé comme étant les solutions pour aider. Ensuite de ça, il y a de la médication qui peut être prescrite. Donc là, je ne vous dis pas, vous devez prendre ça. Je ne vous fais pas une prescription. Je ne suis pas médecin. Je suis infirmière auxiliaire de formation et il n'y a aucune infirmière qui a le droit de prescrire, aucun type des infirmières préposées ou quoi que ce soit. C'est les médecins qui ont le droit de prescrire. Tout ce que je vous dis, c'est ce que lui a dit. Quels sont les médicaments qui peuvent aider. Donc, si c'est votre cas de souffrir de dysautonomie, vous pouvez en parler à votre médecin en amenant le nom des médicaments. Des fois, ça peut les aider parce que le CED étant méconnu, bien, des fois, les traitements aussi, quand le médecin ne sait pas trop c'est quoi la maladie, il ne sait pas trop c'est quoi les traitements non plus. Donc, vous avez, et ça, vous pouvez le voir dans la liste de médicaments. La liste de médicaments, en fait, dans mon plan. Vous l'avez ici. Je vais vous le mettre à la fin de la vidéo, donc vous pourrez aller faire une capture d'écran. Alors, il y a du fludrocortisone. Fludrocortisone, qui peut être pris. De la midodrine, qui peut être pris. De l'athénolol, pour les cas de tachycardie aussi dû au stop, le syndrome de tachycardie orthostatique positionnelle. Donc, l'athénolol va aider aussi dans ces cas-là. Il y a pour les cas graves, en fait, de syncope, que malgré tous les essais, toute la médication, ça ne fonctionne pas et les gens perdent connaissance continuellement. Il peut être recommandé d'aller jusqu'à la pose d'un pacemaker. Et l'anémie, puisqu'on a dit que c'était une des causes qui accentuait les symptômes, donc se doit d'être bien traité, puisque ça aggrave les symptômes de la dysautonomie. Donc, il a ajouté une petite phrase que je trouvais aussi intéressante. Il a dit en fait que Marilyn Monroe, selon lui, avait fort probablement le CED. Elle souffrait en fait
un fait qui est connu, c'est qu'elle souffrait souvent d'entorse. Puis il y a beaucoup de photos où on la voit vraiment avec le poignet très, très baissé, voire même les doigts qui touchent à l'avant-bras. Donc, c'est pas nouveau comme maladie. C'est nouveau qu'on a réussi à déterminer plus de types du syndrome Ehlers-Danlos. On est maintenant rendu à 14, mais l'appellation de 2017, c'était 13. Et les gènes ne sont toujours pas identifiés pour plusieurs de ces types-là, dont le mien avec le syndrome Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, c'est important que la maladie soit connue parce que c'est pas en restant caché puis en faisant rien que les chercheurs vont s'intéresser à cette maladie-là, vont faire des études pour essayer de déterminer le gène. Je sais qu'il y a une Miss, je crois que c'est une Miss américaine, je ne sais plus son nom, mais elle a gagné un titre dans les Miss, de certains, au moins d'un pays, hein, dans ce monde, mais je pense que c'est américain, qui est étudiante en fait en médecine et qui a le syndrome Ehlers-Danlos et qui a commencé à faire de la recherche conjointement avec un autre médecin, si je ne me trompe pas, et il cherche actuellement le gène du syndrome Ehlers-Danlos hypermobile pour essayer de trouver enfin c'est quoi ce gène-là, puis d'être en mesure de le détecter avec les prises de sang. Présentement, le diagnostic se fait par des questionnaires, par un examen médical, une évaluation du médecin, de la condition de santé en général, et on va faire les prises de sang pour éliminer les risques que ce soit un autre syndrome Ehlers-Danlos ou une autre maladie de type des tissus conjonctifs. Et quand ça ressort négatif, qu'on n'a pas trouvé de gène et qu'on a tous les symptômes qu'on cote sur l'évaluation médicale, à ce moment-là, on va obtenir le diagnostic de syndrome Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, moi, présentement, j'ai le diagnostic officiellement écrit de syndrome Ehlers-Danlos. On va y arriver. Verbalement, le rhumatologue m'a dit qu'il croyait à un type hypermobile. Les prises de sang ont été faites il y a 2 mois déjà, mais ça prend plusieurs mois. Il envoie ça aux États-Unis pour faire les tests parce que c'est même pas, on n'a même pas la technologie ici pour le faire. On n'est pas assez connaisseurs au Canada dans la matière. Des fois, ils envoient ça même en Europe. Là, ça dépend probablement où est-ce qu'il y a plus de place au moment où l'échantillon est pris. Il y a des gens qui ont attendu jusqu'à 2 ans pour avoir les résultats. Alors, j'espère que ce ne sera pas si long. Heureusement, moi, vu ma condition qui est sévère et avec les triplets à m'occuper, mon médecin m'a fait le papier médical officiel disant que je suis handicapée par le syndrome Ehlers-Danlos pour que je puisse recevoir de l'aide du CLSC, pour de l'aide à domicile pour les personnes handicapées. Et j'attends toujours parce qu'elle est en vacances. Donc, on avait un rendez-vous et ça a été annulé et j'ai toujours pas de date de prochain rendez-vous parce qu'elle voulait me donner rendez-vous le 8 septembre, mais malheureusement, j'avais déjà rendez-vous en génétique à Montréal avec Corélia. Alors, c'était impossible. Donc, j'espère avoir rendez-vous bientôt pour pouvoir régler ça et j'espère obtenir le soutien nécessaire du CLSC parce que trouver des gens pour venir m'aider bénévolement parce qu'on n'a pas de revenus, c'est vraiment compliqué, là, même que mon mari a été retiré à nouveau du travail parce qu'il y a eu un cas de COVID à son emploi pendant qu'il était en congé. Et en fait, il me l'a annoncé et j'ai reçu l'appel au moment où je lui disais tu peux pas aller travailler, tu peux plus y aller. Et le pneumologue m'a appelé au même moment. C'est comme si le ciel m'envoyait le sauvetage dont j'avais besoin. Et j'ai raconté ça au pneumologue et il m'a dit vous dites à votre mari qu'il ne va pas travailler, je fais un papier médical
à mon nom à moi, stipulant que mon mari ne peut pas aller travailler dans un milieu où il y a des risques que des collègues soient contaminés par la COVID. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand. Il va falloir, en fait, c'est jusqu'à ce que la santé publique déclare que l'éclosion est sous contrôle, que tout le monde, que tous les employés auront passé un test COVID et que ça va être négatif. Et seulement à ce moment-là, ils pourraient retourner. Mais comme il y a une gang de personnes non vaccinées, pour ne pas entrer dans les détails, à l'endroit où ils travaillent, j'ai comme l'impression que ça va être difficile d'obtenir que tout le monde ait passé un test. Je ne sais pas si la santé publique a le droit de l'exiger, mais ils ont essayé de me rappeler aujourd'hui, sauf que j'ai pas entendu le téléphone parce que on était en train de faire le souper des enfants quand ils ont appelé. Et c'est toujours très bruyant. Mais c'est ça. Donc, j'aurai de plus amples renseignements, possiblement lundi, puisqu'on est vendredi. À ce sujet-là, à savoir comment on procède là, pour s'assurer que tout le monde est sécuritaire pour que mon mari retourne travailler. Sachant que il a été en arrêt de travail jusqu'à il y a 3 semaines, ça écœure pas mal de devoir quitter le travail parce qu'il y a un cas, parce que des personnes ont choisi de ne pas se faire vacciner, parce que des personnes ont choisi d'être un danger pour ma vie, pour celle de mes enfants, parce que des personnes ont choisi de nous mettre encore dans le trouble en ne se faisant pas vacciner, parce que des personnes ont choisi d'avoir le contrôle sur ce qui arrive de ma vie, de mes finances. Je trouve ça difficile quand même à accepter, mais la priorité, c'est de rester en vie, de ne pas être malade, parce que si on tombait malade, personne ne voudrait prendre les triplets, sachant que les parents ont la COVID. Qui plus est, ils pourraient l'attraper eux-mêmes et mourir, puisqu'ils sont plus fragiles que des enfants de leur âge. Mais c'est ça. Je ne veux pas entrer dans le débat de pour ou contre la vaccination. Moi, tout ce que je dis, c'est que leur décision impacte sur ma vie à moi. Puis, selon moi, c'est pour ça que le gouvernement impose la vaccination à un certain nombre de personnes. C'est parce que ça impacte sur la vie des autres. Puis ces personnes-là disent qu'ils refusent qu'on leur oblige des choses, mais ils ne réalisent pas qu'en faisant ça, ils obligent certaines choses à d'autres personnes. Puis c'est les personnes les plus démunies, les plus à risque, les plus fragiles financièrement qui en payent le prix. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Puis, en fait, j'espère que vous avez aimé ma petite recherche. La première fois, je faisais vraiment comme une recherche sur le sujet. Je vais aller plus dans des choses plus précises dans cette partie-là de ma chaîne là, qui est Maman a le CED, donc syndrome Ehlers-Danlos. Trop long pour YouTube, Maman le CED. Donc, mais merci d'avoir écouté le 2e épisode de Maman le CED. Je vous donne des gros bisous. Gênez-vous pas d'écrire. Si vous avez des questions, vous les posez. Je vais vous répondre à un moment donné. Je vais faire un épisode juste avec les questions que j'aurai cumulées et je répondrai à vos questions. J'en ai déjà quelques-unes en banque. Alors, je rentre tout ça dans mon bloc-notes de téléphone et on va répondre à ça quand j'en aurai suffisamment pour une vidéo. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ben, ça sera des petits bouts des enfants que j'ai captés ici et là, que je vous ferai un petit montage avec ça. Bye bye. Alors, si vous avez aimé la vidéo, activez le pouce de triplet et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!